Donc on se retrouve pour corriger ce sujet central physique 2 MP, donc qui portait sur un accumulateur et qui va nous permettre de revoir un petit peu tout ce qui concerne le redressement double et simple alternance et en particulier définir le taux d'ondulation et voir comment un redressement double alternance peut nous permettre d'améliorer ce taux d'ondulation. Donc, dans la première partie du sujet, on alimente ce qu'on appelle un détecteur de crête. On reconnaît un montage détecteur de crête avec ici une capacité. Bon, je ne l'avais pas mise tout de suite, vous allez comprendre pourquoi tout de suite. Donc, pour faire ce qu'on appelle du redressement simple alternance et on définit le taux d'ondulation. Alors, j'ai un petit peu modifié l'énoncé au niveau des notations parce qu'il y a un petit truc qui m'a gêné. Donc, vous pouvez faire pareil. Ici, j'ai appelé cette tension US. Et la tension UD, c'est la tension aux bandes de la diode, U-diode. Donc c'était comme ça qu'elle était notée pour la caractéristique de la diode. Donc j'ai fait cette petite modification, je pense que ce sera plus clair, même si sur le programme informatique, on gardera la tension UD. Donc la première partie, c'est d'étudier donc, le fonctionnement de ce montage. Donc on va alimenter le circuit par une sinusoïde à 50 Hz en fonction du temps. Donc UE de t, et la question déjà qu'on va se poser, c'est comment ressort ici, donc quelle est la tension aux bandes de la résistance. Alors, pour qu'on comprenne un petit peu mieux, je ne mets pas tout de suite la capacité, on va faire ça en deux temps, pour voir un petit peu le fonctionnement de la diode et comment on peut facilement remettre en place les hypothèses. Donc le texte nous suggérait de faire deux hypothèses, et à chaque fois que vous avez des diodes, c'est ce qu'il faut faire, des hypothèses sur le fait que la diode soit passante ou bloquée. Donc hypothèse, la diode est bloquée ou bloquante. Donc on est sur cette partie-là de la caractéristique, I vaut 0, U est négatif, et donc elle est équivalente à un interrupteur ouvert, le schéma électrique équivalent. Donc, le schéma, c'est celui-là. Bon, il n'y a pas d'ordre spécial sur les hypothèses à faire au niveau de la diode. Donc, UE de t, US de t. Donc, on voit tout de suite que le courant I est nul puisque le circuit est ouvert. Donc, ça, c'est évident parce qu'on a remplacé la diode par un interrupteur ouvert. Et donc, ce qu'il faut qu'on vérifie, c'est que la tension aux bandes de la diode est négative. Alors, par une petite loi d'émail, vous voyez tout de suite que la tension UE, vous la retrouvez aux bandes de la diode. La tension US est nulle, puisqu'elle vaut RI et que I est nul. Donc, vous avez UD est égal à UE, et donc la condition, évidemment, est égale à UE. Donc, la condition pour valider cette hypothèse, c'est que UE soit négative. Donc, on voit tout de suite que la diode sera bloquante. Ce qu'il faut, c'est faire porter la condition sur la tension d'entrée. Et on voit donc que UE est négative. Donc, quand UE est négative, la diode est bloquante, ce qui nous permet de voir que vaut la tension US. Donc, dès que UE est négative, donc US est nul. Donc, ça, c'est la première hypothèse. Alors maintenant, on va faire l'autre hypothèse. Donc la diode est passante. Donc on voit que son schéma électrique équivalent, c'est un fil. Alors je vous encourage toujours à refaire un petit schéma électrique. Ça ne mange pas de pain. Voilà, UE. US, donc on voit tout de suite que US vaut UE. Donc I, par une loi de Pouillet, vaut UE sur R. Et donc, il faut valider votre hypothèse. Donc, c'est surtout ça le point important. Il ne suffit pas de faire l'hypothèse. Il faut valider pour maintenant regarder la condition sur UE. I doit être positif. Donc, on était dans cette partie-là de la caractéristique. La diode est équivalente à un fil. Donc, ID est positif. U est nul. Voilà pourquoi je l'ai remplacé par un fil. Donc, de résistance nulle. Et donc, ça doit être positif. Donc, UE doit être positif. Donc, on a US égale UE lorsque UE est positif. Et donc, on complète ici les demi-alternances. Donc, on comprend pourquoi on a appelé ça le redressement mono-alternance. On redresse une alternance sur deux. Alors maintenant, le détecteur de crête. Donc, on rajoute la capacité. Donc, ça, c'était plus pour qu'on comprenne mieux son rôle. Et donc, ce qui va se passer, c'est que
quand UD est positif, alors en réalité on sait que cette caractéristique, hein, c'est plutôt un truc, c'est une exponentielle comme ça. Hein, donc quand UD vaut 0, ou normalement c'est quand UD est positif, la diode est passante, et quand UD est négatif, la diode est bloquante. Alors ce qui va se passer donc, quand on va faire cette expérience-là, c'est qu'on va alterner entre les moments où la diode va être passante, mais une fois qu'on a chargé ici la capacité à son maximum, eh bien, elle va se décharger dans la résistance et la diode va se bloquer. Donc on va se retrouver avec un petit régime transitoire ici d'un circuit RC qu'on va mettre en équation. Et là, on a un arc d'exponentielle. Et comme UD, donc c'est UE moins US, on voit ici que UE repasse au-dessus de US. US, c'est la tension rouge, donc la diode redevient passante. Et donc vous avez fabriqué votre détecteur de crête, votre circuit qui saute de crête en crête. Hein, et donc il y a quand même ce qu'on appelle un taux d'ondulation. Donc le taux d'ondulation, là aussi, j'ai modifié légèrement. Là. Donc on a pris US, hein, donc US max moins US min, donc qui est ce delta US qui est là, sur US max plus US min. Alors dans la mesure où le redressement est de bonne qualité, hein, c'est-à-dire que le but final évidemment c'est que la tension rouge reste complètement constante, eh bien US max et US min seront pratiquement tous les deux égaux à UE max. Hein, et donc c'est l'hypothèse qu'on fera dans les calculs, puisque dans la suite on nous dit que le taux d'ondulation sera inférieur à 5%. Donc ça, c'était la première question. Alors, non, on n'a pas encore calculé le taux d'ondulation. Est-ce qu'il faut le calculer tout de suite ? Alors, je vais le calculer, le taux d'ondulation. Donc, on va faire l'hypothèse donc, que le redressement est de bonne qualité. Donc, c'est-à-dire que US max et US min sont pratiquement égaux à UE max. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, on raccroche ici la partie où la diode est passante pratiquement au bout d'une période. Et donc, pour calculer cette petite variation, calculer donc le petit régime transitoire. Donc, à partir du moment où la diode va se bloquer, donc ici, oui, j'aurais pu mettre l'origine ici, bon, peu importe. Donc là, ici, on a un intervalle de temps qui vaut une période. Donc, je vais fixer artificiellement donc, l'origine ici. Donc, on a la kappa, la résistance. Donc, on a un petit régime transitoire. Donc, avec la tension ici, UC de T, c'est US de T. Hein, donc, on a DUS sur DT plus US sur RC égale 0 par une loi d'émail. Et donc, US de T égale A exponentielle moins T sur taux. Et donc, à T égale 0, on va dire qu'on est pratiquement à UE max. Donc, US max exponentielle moins T sur taux avec taux égale RC. Alors, si RC est très grand devant T, on va faire un petit développement limité de l'exponentielle pour dire, en fait, que ce morceau d'exponentielle, il est pratiquement égal à une équation de droite. Hein. Donc, ça va faire US max, facteur de 1 moins exponentielle, moins T sur taux. Et donc, pour calculer US min, on va simplement dire que US min est très peu différent de US une période plus loin, vous voyez, puisqu'on va supposer que ce point-là, vous voyez, il est pratiquement une période plus loin que celui-là. Donc, ça sous-entend déjà que le redressement est de bonne qualité, parce que s'il ne l'est pas, cette approximation ne sera pas valable. Donc, ça va faire US max 1 moins T sur taux. Et donc, du coup, on peut reporter ça dans le taux d'ondulation. Donc, taux à peu près égal à, donc on aura US max moins US max facteur de 1 moins T sur taux sur à peu près 2 US max, hein, en supposant que la tension a très peu diminué. Et donc, ça va nous donner T sur 2. Ah oui, alors, il y a le temps caractéristique et le taux d'ondulation que j'ai noté pareil. Ça, c'est pas très bien. On va l'appeler taux onde
Donc ça, c'est sans dimension, hein, alors que tau égale RC, c'est le temps caractéristique du détecteur de crête. Donc, plus on augmente RC, hein, et vous verrez sur la vidéo que j'ai mise en ligne ce matin, donc il fait toutes les manips qui sont dans ce sujet, j'ai pris différentes valeurs de RC, donc vous verrez un petit peu. Eh bien, plus votre taux d'ondulation est faible, le but, évidemment, c'est qu'il soit très petit devant 1. Voilà, donc pour le redressement mono-alternance. Alors, que se passe-t-il si on alimente le circuit avec des créneaux? C'était la question suivante. Donc cette fois-ci, au lieu d'avoir en tension d'entrée une sinusoïde, on a des créneaux, donc entre U0 et moins U0. Alors, bon, ben on devine ce qui va se passer. La décroissance exponentielle va avoir lieu ici, sur ces parties-là. Donc là, la diode va être bloquante. Là, on peut supposer qu'elle va être passante. Donc là aussi, hein, j'ai fait la manip. Alors vous verrez qu'à cause de la résistance interne du GBF, là, il y a un léger arrondi des créneaux. Hein, mais bon, c'est ça. Donc là, la diode est bloquée. Là, la diode est passante. Et donc finalement, la décroissance exponentielle, au lieu d'avoir lieu sur une période complète, elle a lieu sur une demi-période. Donc on comprend que dans le développement limité qui est là, au lieu d'avoir t, on a t sur 2. Et donc, le taux d'ondulation, on l'a divisé par 2. Donc t sur 4 taux. Donc c'est plutôt meilleur que si on alimente par une sinusoïde. Hein, ça, c'était la question numéro 3. Alors, question numéro 4. Donc, on avait un pont de diode, dit pont de Gretz. Alors, je vais le recopier tel qu'il était dessiné. Donc, ça, c'est pour faire du redressement double alternance. Voilà. Donc on alimente ce pont avec une tension sinusoïdale. Alors j'explique dans la vidéo expérimentale que en fait il faut mettre un transformateur d'isolement parce que sinon on a un problème de visualisation de la tension aux bandes de la résistance qui est là. Alors pourquoi? Regardez le rôle du transformateur d'isolement, parce que si vous mettez votre GBF directement ici, vous aurez soit cette borne-là qui sera reliée à la terre, donc via la masse du GBF. Et le problème, c'est que si derrière vous voulez visualiser ici la tension aux bandes de R, eh bien, vous allez mettre votre oscillo avec là aussi soit la terre ici, soit la terre ici. Et le problème, si vous faites ça, c'est que, bon, alors imaginons par exemple, vous avez mis la terre ici, donc la terre de l'oscillo, vous êtes obligé de la mettre à une des bornes, donc imaginons par exemple celle-là, mais vous voyez, vous avez court-circuité cette diode ici, donc elle ne pourra plus jouer son rôle, donc vous avez un problème de masse, hein, donc il faut intercaler ce transformateur d'isolement pour fabriquer une tension sinusoïdale à masse flottante, donc à la sortie du transfo, et pouvoir justement, avec votre oscilloscope, donc ici, mettre la masse. Donc ça, c'est un problème classique, un problème de masse. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec les mains? Donc, quand la tension UE ici est positive, alors je vais faire exprès, là aussi, dans un premier temps, peut-être d'enlever la capacité, hein, pour qu'on comprenne, on va faire le truc en 2 étapes, un peu comme dans la première partie. Donc, si UE est positive, avec les mains, le courant va passer. Donc, elle va produire un courant positif dans ce sens-là, la force électromotrice. Donc, on voit quelles diodes vont être bloquantes et quelles diodes vont être passantes. Hein, donc, le courant, il ne peut pas passer ici, donc celle-là va être bloquante. Hein, le courant, il passe dans le sens de la flèche, évidemment. Donc, il passe ici. Là, il ne peut pas passer parce qu'elle est bloquante. Donc, on se retrouve là. Le courant est positif, il descend, il repasse ici.
Alors celle-là, elle était bloquante à l'aller, donc attention, elle reste bloquante au retour. Son schéma équivalent, c'est un interrupteur ouvert. Donc le courant, je vais dessiner donc ici un courant positif. Il va faire ça, il passe ici. Donc là, j'ai fait un petit pont. Et voilà. Ça va? Donc, la tension US de T égale RI. I est positif. Donc là, c'est avec les mains. On peut s'amuser à faire les hypothèses comme tout à l'heure, mais c'est de façon un peu plus intuitive. Alors si maintenant, donc ça c'est quand UE est positif. Si UE est négatif, à ce moment-là, le courant qui va être positif, il est dans l'autre sens. Alors si vous voulez, ouais, allez, on va faire un courant I' positif quand UE est négatif, parce qu'on verra mieux le sens des flèches. Donc on passe là, on arrive ici. On ne peut pas traverser cette diode-là puisqu'elle est en sens contraire. Donc celle-là, elle est bloquante. Donc on se doute qu'on va utiliser les deux autres diodes. Donc le courant, il arrive là, il arrive ici. Celle-là, elle est en sens contraire, donc on ne peut pas non plus. Donc on part à droite. Et vous voyez l'intérêt du pont, en fait, c'est qu'à chaque fois, le courant positif sera dans le même sens quel que soit le signe de UE, ce qui fera que le signe de US sera toujours positif, puisque I', il est aussi positif. Donc on arrive ici. Ici, cette diode-là, on a vu qu'elle était bloquante à l'aller, donc elle le reste. Donc cette fois-ci, on part par là, ici et ici, et dans le générateur. D'accord? Donc à chaque fois, ce sont deux diodes différentes qui sont bloquantes, qui sont passantes. On est obligé de prendre 4 diodes pour faire ça. Ça s'appelle un pont de Gretz. Voilà, donc la tension US de T, elle va être positive, quel que soit le signe de UE. Et c'est ça qui est important, donc on va réaliser une opération valeur absolue. Donc si on dessine UE de T, donc elle est comme ça, et donc on redresse, comme on appelle, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, redressement double alternance, parce qu'on récupère toutes donc les demi-périodes, et donc US de T, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a transformé un signal à valeur moyenne nulle en un signal à valeur moyenne strictement positive, puisque vous voyez que l'air sous la courbe verte donc, est strictement positif, alors que l'air sous la courbe blanche était nul. Donc ça, c'est la première étape d'un redressement. Et puis, c'est une opération non linéaire. Alors sur la vidéo, pour vous montrer ça, surtout ne définissez jamais de fonction de transfert avec une diode. C'est une faute très très grave. Pourquoi? Parce que la diode, c'est vraiment, je dirais, le dipôle non linéaire par excellence. Et vous savez que pour reconnaître un dipôle linéaire d'un dipôle non linéaire, un filtre d'un truc qui n'est pas un filtre, qu'est-ce qui se passe? C'est l'enrichissement du spectre. Si votre spectre est enrichi entre la tension de sortie et la tension d'entrée, ce n'est pas parce qu'on l'appelle US-UE qu'on peut définir ça sous forme d'une fonction de transfert, c'est faux. Vous voyez que ça, surtout, ne définissez jamais la fonction de transfert de ça, ça n'existe pas. Et pourquoi? Parce que vous partez donc d'un signal, le spectre de la simple sinusoïde, c'est un seul pic. Par contre, quand vous redressez simple ou double alternance, vous créez des harmoniques, vous avez une tension, c'est vrai, elle est périodique, mais comme elle n'est pas purement sinusoïdale, elle est, quand vous la décomposez, donc je me suis amusé en TP, on vous montre les spectres et vous voyez qu'effectivement, il y a création d'harmoniques. Donc, c'est non linéaire. Et puis maintenant, on rajoute pour le détecteur de crête la kappa. Donc, si vous rajoutez la capacité avec un temps bien choisi, eh bien, vous allez faire exactement la même chose. Donc, voilà. Donc, des petits bouts où les deux diodes mises en jeu sont passantes, hop, elles se bloquent. Et si jamais le temps de décroissance est bien choisi, si RC est très grand devant T sur 2, eh bien, vous allez avoir un truc qui est même beaucoup mieux que ça, mais là, je caricature. Et alors, dans la vidéo, j'explique comment vous pouvez bien mesurer le taux d'ondulation. Regardez, parce que si vous êtes avec votre oscillo et puis que vous zoomez en laissant la figure comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez sortir de l'écran. Donc, ce qu'il faut, c'est vous mettre en AC, vous coupez la composante continue pour ramener en 0, et là, vous dilatez, et là, vous allez mesurer le taux d'ondulation avec une très belle précision.
Alors, on ne va pas faire beaucoup de calculs. Qu'est-ce qui change par rapport au redressement mono-alternance? C'est un peu la même chose que là. C'est-à-dire qu'on voit que la décroissance, elle a lieu sur une demi-période au lieu d'avoir lieu sur une période complète. Donc le taux d'ondulation, avec le même principe, on va simplement le diviser par 2 par rapport donc à la situation mono-alternance. Alors, question 6, on est presque à la fin, avant d'attaquer donc la partie programme. Donc, comment sont modifiés ces résultats si on tient compte de la résistance interne des diodes placées en série? Alors, quelle est la signification de cette question? Vous savez que pour modéliser la diode, il y a plusieurs façons de faire. Ça, c'est ce qu'on appelle la diode idéale, un interrupteur ouvert, un fil. Si on tient compte de la résistance interne, ça veut dire qu'en réalité, vous voyez, on va rajouter une petite pente ici. IU, enfin plutôt une pente forte parce que la résistance est faible. Donc la pente ici, c'est 1 sur R. Alors vous savez qu'il y a d'autres modélisations, on peut aussi rajouter un seuil. Donc ça c'est la modélisation peut-être la plus sophistiquée, c'est linéarisé par morceau. Attention, ce n'est pas parce que c'est linéarisé par morceau que ça en fait un dipôle linéaire, méfiez-vous. Donc voilà, bon ici il n'y avait pas le seuil, mais on aurait pu vous demander. Alors comment est modifié le raisonnement si on rajoute la résistance interne des diodes? Donc ça veut dire que quand elles sont passantes, au lieu d'être équivalentes à un simple fil, elles sont équivalentes à une résistance. Donc si je fais un schéma équivalent du circuit, qu'est-ce que ça va donner? Je remplace, à chaque fois il y a 2 diodes mises en jeu, donc on va mettre UE comme ça. Finalement, leur résistance va faire 2R. R. Je ne mets pas tout de suite la kappa pour qu'on voit bien ce qui va se passer. On la mettra après. On a un pont diviseur de tension, ce qui fait que US de T, donc par exemple je raisonne sur la première demi-période où UE était positif, mais ça va faire pareil, on a vu que le signe qui traverse la résistance dans ce sens-là est toujours positif, de I. Donc US est égal à R sur grand R plus 2 fois petit r UE de T. Donc on voit la conséquence sur la diode, ça veut dire quoi? Sur la tension US, au lieu d'avoir pour US une tension maximum qui vaut US max, ou UE max, parce que US max est pratiquement égal à UE max, on se retrouve avec du R sur R plus 2 petit r UE max, donc c'est légèrement plus petit que UE max. C'est pratiquement comme tout à l'heure dans la mesure où la résistance petit r est négligeable devant grand R, mais voilà, on a ce facteur correctif sans dimension plus petit que 1. Et donc, après ça, si vous rajoutez le détecteur de crête, ça va faire la même chose en rajoutant la capacité ici, donc avec un RC toujours très grand devant la demi-période. Voilà. Et alors, on aurait même pu mettre un petit bonus. Que se passe-t-il si vous rajoutez le seuil? Donc, c'est la même idée. Je ne le fais pas, mais à ce moment-là, il faudrait mettre ici 2 fois le seuil en série. Et donc, vous auriez UE max moins 2 VS. Donc, ça descend encore la tension US. Et dernière question, donc expliquer comment il est aussi possible de diminuer le taux d'ondulation d'un signal grâce à un filtre passe-bas. Donc comment on peut améliorer ce signal vert pour le rendre encore plus constant. Alors quel est son spectre à ce signal? Ce signal, donc si je le dessine tout seul, regardez. Donc, petit bout de sinusoïde, exponentielle décroissante, petit bout de sinusoïde, exponentielle décroissante. Alors, comme on a redressé toutes les demi-périodes, sa périodicité, donc c'est l'intervalle de temps ici, c'est t sur 2, donc sa fréquence, c'est le double de la fréquence de départ. C'est un signal à valeur moyenne non nulle, il a une composante continue, c'est même elle surtout qui nous intéresse, puisque l'air sous la courbe, nous ce qu'on aimerait c'est que ce soit une constante comme ça. Donc son spectre, qu'est-ce que c'est son spectre? Donc
Là aussi, hein, dans la vidéo, donc je fais la transformée de Fourier de ce truc-là pour voir comment on peut le filtrer. Donc vous avez une grosse composante continue. Et puis, à 2 fois la fréquence du fondamental du signal d'entrée, on va appeler ça 2FE, vous avez donc un pic. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est récupérer uniquement la composante continue. Donc, on va mettre un filtre passe-bas. Et il faut bien choisir la fréquence de coupure. Donc, voilà l'allure du gain. Hein, il va falloir intercaler la fréquence de coupure. Hein, donc, ça, c'est 2FE, hein, puisqu'on a vu que la période était 2 fois plus petite. Et donc, la fréquence de coupure, on va la mettre là. Donc, avec un filtre RC, vous voyez, vous mettez un filtre RC derrière votre détecteur de crête, ici, et vous filtrez. Alors, je l'ai fait en TP. Il y a une petite difficulté, c'est que si vous ne choisissez pas des résistances et une impédance d'entrée de votre fil qui est suffisamment élevée, quel est le problème? C'est que vous allez perturber ce circuit-là, vous allez obliger à débiter un courant important, du coup, voilà, c'est pas bon. Donc, mais dans la mesure où vous prenez une grosse résistance, eh bien, ça ne perturbe pas et vous arrivez à avoir un signal très, très bon. Donc, si vous avez RC comme ça, hein, vous rajoutez derrière donc un R'C', et vous regardez la tension US' ici, et vous pouvez avoir une tension pratiquement constante. Et donc, vous ne gardez que la composante continue. Bon, alors voilà, je vous donne le programme tel qu'il est sur le site. Hein. Alors vous pouvez, il est un petit peu impressionnant, hein, parce que vous voyez qu'il y a pas mal de lignes de code. Hein. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire là, vous pouvez regarder la question 2. Hein. La question 2 vous dit tout de suite de visualiser la tension quand on alimente en régime sinusoïdal. Alors, si vous êtes un peu perdu hein, quand vous découvrez ce programme, parce que c'est impossible d'essayer de comprendre toutes les lignes de code en temps de préparation. Alors, si vous êtes perdu, là, il n'y a rien à écrire. On ne vous demande pas de modifier le code. Hein. On peut tenter de tout exécuter, hein, c'est-à-dire faire un F5. Et là, il vous exécute tout le programme. Hein. Et donc, qu'est-ce que vous avez en sortie? Vous voyez, un petit graphe qui est sorti. Hein. Voilà, et puis vous avez tout ça, donc c'est complètement illisible. Donc, alors vous reconnaissez en fait toutes les courbes que M. Hébert a dessinées. Alors du coup, si vous avez un peu séché sur la question 1 et que vous essayez de vous aider avec ce plot pour répondre à la question 1, bah, ça ne vous aide pas vraiment, hein, parce que là vous êtes un peu noyé. Alors du coup, il faut quand même rentrer un petit peu dans le code. Hein. Et vous voyez que là, il a tracé 3 courbes. Hein. Il y en a une bleue, une verte et une rouge. Donc, il faut chercher un petit peu où il trace ces courbes. Hein. Alors, où il trace ces courbes, ben, vous cherchez le plot. Hein. Vous cherchez le plot et vous voyez le plot, il est là. Hein. Vous avez le plot hein, qui est là. D'accord, hein. Donc, bon, ça c'est la labellisation des abscisses et des ordonnées. Et vous voyez liste. Alors liste c'est quoi? Regardez juste au-dessus. Typiquement liste c'est les abscisses en fait. Ça va être les temps. Et sol, ben, c'est la solution. Et donc vous voyez que ce plot est là et il est dans une procédure qui s'appelle redressement. D'accord? Et puis redressement, si vous cherchez un petit peu, donc redressement, hein, M. Hébert a prononcé le mot. Et donc redressement, si vous cherchez, eh bien, il est appelé une fois ici, d'accord? Il est appelé une fois ici, alors que on a défini avant, vous voyez, une tension sinusoïdale, d'accord? Et il est appelé, redressement, il est appelé aussi 2 fois après. Vous voyez, il est appelé là, alors qu'on a pris une autre tension en entrée, vous voyez def UE, hein, une autre tension en entrée, et puis enfin il est appelé une 3e fois alors qu'on a pris encore une autre tension en entrée, vous voyez UE égale ceci. Bien, alors ben voilà, vous avez trouvé à quels endroits sont appelés les plots, hein. Et donc en fait ce qu'il faut, c'est pas appeler redressement ici, hein, c'est de ne faire qu'une fois pour avoir une seule courbe. Donc en fait, il faut vous arrêter là. Pour la première fois, il faut vous arrêter là. Après, vous aurez
le redressement pour le signal en créneau, et après, vous aurez le redressement pour le signal en pont de diode. Vous voyez, de toute façon, vous aviez les intitulés, hein, créneau et sinusoïde avec pont de diode. Et donc, il faut exécuter que la première partie du programme. Bon, je ne vais pas réimporter Matplotlib et NumPy. Hein. Je sélectionne juste l'entrée en sinusoïde, d'accord? Je sélectionne juste l'entrée en sinusoïde. Et puis, je vais... et puis, bon, en fait, non, comme je l'ai déjà exécuté une fois, je pense que je n'ai qu'à appeler que ceci, en fait. On va voir ça. On va voir ça. Si j'appelle celui-là. Voilà. Ah, alors, j'arrive pas. Voilà, hop. Voilà, alors, vous l'avez. Alors, là, vous voyez, j'ai réussi à extraire une seule courbe en appelant une seule fois redressement. Et je pense que celui-là, ça doit être le redressement double alternance. Hein. Pourquoi? Parce que la dernière fois que j'avais appelé le programme, c'était avec la tension, vous voyez, la dernière fois qu'il avait été appelé, le troisième, hein, c'était avec la valeur absolue du cosinus. Donc en fait, il vaut mieux redéfinir la tension d'entrée, comme ça. Voilà, vous la définissez ici. J'exécute ça. Alors, j'ai un peu de mal à sélectionner avec le pad, mais voilà. Donc, voilà, je redéfinis la tension d'entrée. Là, alors là, j'espère que vous avez compris comment tourne un petit peu le programme. Hein. Donc maintenant, je suis dans le petit 1 maintenant. Hein. Je prends juste une tension d'entrée sinusoïdale. Et puis maintenant, j'appelle redressement. J'appelle la fonction redressement plus bas. J'appelle redressement plus bas qui est ici. Voilà. Et là, donc, voilà. Donc, vous avez la première courbe qu'a tracée M. Hébert. Et puis, alors, est-ce que ça vous aide à comprendre ça? Alors, est-ce que c'est encore au tableau? Regardez, c'est ici. Hein, c'est là, c'est la première chose qu'avait fait M. Hébert. Et là, je suis dans le petit 2 de l'exercice. Donc, si vous vouliez vous aider à répondre au petit 1, vous voyez, vous pouviez anticiper dans le petit 2 pour essayer de deviner un peu la courbe. Alors, là, a priori, je ne sais pas si ça vous aide hein, de voir ça aussi, parce qu'il faut bien réaliser que vous n'avez qu'une partie positive de signal. Hein, alors, est-ce que ça vous aurait aidé? Est-ce que vous arrivez à reconnaître la décroissance exponentielle ici en RC? Et est-ce que vous arrivez à reconnaître que ça, c'est une arche, c'est une portion de sinusoïde? Je trouve que ça ne saute pas aux yeux. Hein. Ça ne saute pas aux yeux. Alors, ce qui est bien pour vous aider, c'est de rajouter une petite ligne de code, c'est de tracer la tension d'entrée. Vous voyez, au lieu de tracer juste la sortie, qui est ici, hein, sol, eh bien, je vais tracer aussi l'entrée. Et qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, il faut... Qu'est-ce que c'est sol? Qu'est-ce que c'est sol? C'est une liste dans laquelle j'ajoute les points. Alors, attention, hein, il y avait une erreur d'énoncé, M. Hébert vous l'a signalé. La sortie était appelée UD. Hein. Donc, dans le programme, ils ont maintenu l'erreur jusqu'au bout. Ils appellent la sortie UD. Donc, vous voyez, là, c'est les différentes valeurs de UD qui sont mises en mémoire dans la liste sol une à une. Qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une nouvelle liste. On va créer une nouvelle liste entrée. Hein. Donc, regardez où est-ce qu'il initialisé la liste sol. Elle est là. Donc, je crée une nouvelle liste qui est entrée. Bon, je vais l'appeler ENT. Ça va? Et voilà, liste vide comme sol. Ça va? Et à chaque fois que je calcule une valeur de sol, vous voyez, c'est ici, eh bien, je vais aussi stocker une valeur de l'entrée. Donc, je fais ENT, hein, plus égal. Et puis, je stocke la valeur de l'entrée. Et la valeur de l'entrée, c'est UE de T. Bon, je pense que ce n'est pas trop dur à faire, hein, ça. Alors, j'ai oublié le T. Vous voyez? À chaque fois que je mémorise une valeur de sol, maintenant, eh bien, je mémorise une valeur de l'entrée. Et qu'est-ce qu'il me reste à faire? Eh bien, à faire un plot. De l'entrée. Voilà. Donc, je recopie cette ligne. J'aurais dû prendre ma souris parce que ce n'est pas pratique. Je recopie cette ligne. Et puis, voilà. Alors, faites attention, j'ai rajouté un espace. Ça va merder avec les indentations. Et vous voyez, eh bien, je vais juste rajouter ici, je vais remplacer sol par ENT. Et comme ça, j'aurai le tracé des deux courbes.
ENT. Voilà. Donc maintenant, j'ai modifié, attention, la fonction redressement. Il faut que je la revalide. Hein, quand elle est modifiée pour qu'elle tourne, je la revalide. Et puis j'appelle en même temps redressement avec la même tension d'entrée. Voilà. Alors, vous voyez, ça commence à venir. Ça commence à venir. J'ai réussi à tracer la sortie avec la fonction d'entrée. Alors là, vous devinez la sinusoïde en vert. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est que le programme a été calibré pour ne tracer que des tensions positives. Alors ça, vous pouvez le trouver aussi. Hein. Vous pouvez le trouver aussi. Je ne sais pas si ça vous semble évident. Est-ce que vous voyez où le graphe est limité aux valeurs positives? Voilà, c'est là, c'est sur axis. Hein. Alors vous voyez, là, ça délimite l'axe des abscisses entre 0 et Tmax. Et vous voyez que ça délimite l'axe des ordonnées entre 0 et U0. Donc qu'est-ce qu'il suffit que je fasse? Que je remplace ce U0 par moins U0. Et puis, alors, je pense que c'est pas très dur à faire en préparation, même si ça peut vous paraître un peu osé de modifier le code d'un programme qu'on vous donne. D'accord? Bon. Alors, voilà. Et donc, je termine avec ça. Voilà, la fonction redressement est modifiée. Et puis, vous voyez maintenant, c'est gagné. Hein. Ça doit correspondre au graphe que M. Hébert vous a mis sur le site. Hein. Vous avez la tension sinusoïdale complète. Vous avez la partie passante de la diode au cours de laquelle la tension de sortie est égale à la tension d'entrée. Et puis, la décharge exponentielle avec une constante de temps caractéristique de RC hein, dans R, lorsque la diode est bloquante. Vous voyez, ça aide vraiment à comprendre, hein, je pense. Hein. Et puis maintenant, eh bien, vous pouvez appeler, faire la suite. Hein, c'est-à-dire ne plus prendre une entrée sinusoïdale, mais prendre une entrée en créneau. Vous voyez. Donc, je définis une nouvelle tension d'entrée. Alors, j'ai découvert cette fonction-là, hein, mode, dans NumPy. Bon, vous devinez ce que c'est? C'est modulo. Hein. Donc, ça permet de faire une fonction par morceau, en fait. Tous les t sur 2, vous voyez, je prends U0. Et tous les demi-périodes suivantes, eh bien, je mets moins U0. Et ça vous définit un créneau. Et donc, voilà, je fais tourner juste cette partie-là. Hein. Et donc, vous avez le graphe que M. Hébert vous a tracé aussi. Alors, il est où au tableau? Il est là, regardez. Hein, voyez, il est là. Alors, le créneau, il n'est pas facile à voir, mais vous avez bien, parce qu'on ne voit pas les parties hautes et basses, hein, mais vous voyez bien un créneau en vert. Et puis, vous voyez aussi que la décharge de la diode ne se fait que pendant les demi-périodes, enfin, qu'une demi-période sur 2. Et puis, enfin, vous avez la dernière partie que M. Hébert vous a tracée, hein, qui est là. Vous voyez, on va la faire tout de suite, hein, celle-ci. Eh bien, sinusoïde avec pont de diode, hein, c'est facile à retrouver dans le cadre du programme aussi. Hein. Donc, vous avez ça et on l'envoie. Voilà. Et donc là, c'est pas mal hein, comme ça. Parce que vous voyez bien le redressement double alternance. Vous avez enlevé toutes les parties négatives ici. C'est ce que M. Hébert vous a fait. Et puis, vous avez gardé que les parties positives. Et cette fois-ci, c'est pareil. Hein, il y a des décharges que tous les t sur 2. Et donc, vous divisez votre temps de modulation par 2 grâce à ça. Voilà. Donc, ça, c'est un programme. Bon, là, vous voyez, il suffisait de savoir l'utiliser. Hein, et juste de voir que la fonction redressement a été appelée 3 fois et qu'il fallait plutôt l'appeler de façon successive. Et je vous ai rajouté juste une ligne de code pour tracer l'entrée. Je trouve que c'est pas trop dur. Hein. Voilà. Donc ça, c'est un code qui vous fait réviser les plots. Alors, le code en lui-même est assez difficile. Hein. Enfin, c'est une petite méthode de l'air. Le code est intéressant, hein, mais il est hors de question de rentrer là-dedans en préparation. Hein. Le code est tout écrit. Hein, d'accord ? Il est intéressant au niveau Python, mais là, je pense que ce n'est pas ce qu'on vous demande dans l'énoncé.